On va commencer tranquillement avec les présentations, en attendant que tout le monde termine de se connecter. Et on va attaquer le vif de sujet dans quelques instants. Fabien, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur toi? Oui, on va essayer. Donc, je suis Fabien Mallet, donc je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans une communauté de communes située entre Nancy et Metz, pour vous situer. Nous avons une triple certification ISO 9001, 14001, 45001. On a également une démarche engagée transition environnementale et puis j'ai aussi une casquette gestion des risques majeurs. Et pour finir, on travaille sur un projet de label engagé RSE. Voilà. Un beau programme pour toi. Euh, je suis également formateur et consultant pour le CNFPT. Alors pour ceux qui ne sont pas français, mais francophones, c'est notre école de formation pour les cadres, enfin pour le personnel de la fonction publique territoriale, donc pour le monde des collectivités. Et puis je suis aussi formateur à l'université. Merci Fabien, un programme bien chargé pour toi. Et de mon côté, Victor Matteucci, directeur général adjoint et consultant pour la société Pixfor. On édite un logiciel qualité, performance, amélioration continue et risque, donc, dont je vous parlerai très brièvement toute fin de la présentation avant qu'on réponde aux questions. Et bien sûr, ben, on est proche de toutes ces thématiques autour de la qualité, de la performance et des risques. Et donc, on édite bien, très régulièrement le baromètre de la performance des organisations. Et cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on a fait notre toute première édition ciblée sur finalement les organisations publiques. Donc en fait, cette enquête-là, donc elle est disponible sur notre page LinkedIn. On a partagé le lien très récemment. Vous pouvez télécharger ce livre blanc gratuitement. Il y a une soixantaine de pages. Donc là, tout ce qu'on va vous présenter, en fait, c'est une synthèse de ce livre blanc avec bien sûr le plus d'éléments possible. Mais si vous voulez approfondir encore plus le sujet, les détails, etc., n'hésitez pas à aller télécharger ce livre blanc accessible directement depuis notre page et totalement gratuitement. Donc, c'est une enquête en fait qu'on publie depuis 2016, donc ça fait bientôt 10 ans de recul sur ces données. Voilà, le lien d'ailleurs vous est partagé pour la dernière version, même directement dans le chat. Et donc, on a constaté depuis 2016 de fortes évolutions finalement dans l'approche de la qualité et de la performance. Et on voulait aujourd'hui faire un focus particulier sur cette première édition qui se base sur les données 2024, sur le secteur public. L'étude concernant les répondants du public a impliqué différentes typologies de personnes. Donc, on voit qu'un bon tiers, un petit tiers, pardon, des répondants sont des responsables, directeurs qualité ou équivalents. On voit qu'il y a 14% de chargés de projet, de techniciens qualité ou équivalents, et 10% des responsables de la performance, responsables d'organisation ou autres, et le reste étant réparti sur des fonctions autres, qui vont être des fonctions connexes à celle-ci, mais pas directement avec une responsabilité comme celle qu'on peut voir ici. On va voir également, lors de cette étude, des réponses de répondants qui bénéficient en majorité d'une formation initiale dans le domaine de la qualité, 61% environ, mais on a quand même près de 40% qui n'ont pas été sensibilisés à ces sujets avant le début de leur vie professionnelle. On a une taille d'organisation qui va être variable parmi le profil des répondants. On va avoir quand même une bonne partie qui vont représenter des grandes organisations, ou en tout cas moyenne plus, hein, au-dessus de 250 collaborateurs, agents. Donc là, voilà, les 27% de grandes organisations et les 64% de TI dont je parle, et une minorité de plus petites structures qui sont tout de même représentées à 6,4 et 2,1%. Et en termes de tranche d'âge, on va avoir une majorité de 35-49 ans avec près de la moitié des répondants. On a un tiers des répondants qui est au-dessus de 50 ans et du coup 18% qui a en dessous de 34 ans. Donc voilà pour le profil de nos répondants. Et du coup, je vous transmets également les informations sur leur mission. Et du coup, Fabien, alors, on va réagir au fur et à mesure, bien sûr, de mon commentaire de ces chiffres. On commence là maintenant à étudier le baromètre de la performance secteur public. Et donc là, on va... Justement, excuse-moi Victor, je voulais, Oui, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. j'interviens en amont de ton intervention sur cette diapo. Juste pour préciser une chose dans la présentation, j'ai oublié de vous dire que j'étais président d'une association qui s'appelle Qualité Service Public Lorraine Grand Est, qui est la dernière association publique, hein, qui regroupe les trois fonctions publiques
de responsables qualité, sécurité, environnement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, voilà, en fait, quand on a vu sortir le baromètre de Pixford, on s'est dit ça nous intéresse et on les a sollicités pour savoir s'il était possible d'avoir une extraction sous l'angle service public. Alors pourquoi on vous pose cette question? Bien sûr parce que ça nous intéresse et puis parce que il y a quelques années, on avait une association nationale qui s'appelait France Qualité Publique et qui avait fait le même type d'enquête, hein, donc c'était en 2007. On avait eu 260 réponses à l'époque de responsables qualité du secteur public. Et vraiment, on était curieux de voir quelles étaient les évolutions en presque, voilà, en 18 ans. Il y en a quelques-unes. Euh, et donc, je reviendrai peut-être voilà, dans mes interventions. Voilà, j'ai quelques vagues souvenirs des résultats de cette enquête. Je ne me suis pas replongé dedans, mais voilà, c'était pour faire le parallèle. Et donc, je remercie Pixford pour ce travail, voilà, ce zoom qu'ils ont bien voulu faire sur les résultats services publics, parce que comme vous le savez, hein, je vois que la plupart d'entre vous êtes dans le secteur public, voilà, il y a quand même des grosses différences avec le privé, hein. C'est vrai qu'on a les mêmes titres, on a sur le papier les mêmes missions, mais dans le détail, c'est pas tout à fait aussi proche que ça. Tout à fait, on va pouvoir l'explorer au fur et à mesure des chiffres. Merci en tout cas pour ton intervention. Et effectivement, c'est du coup une enquête qu'on a publiée en partenariat avec l'organisation, l'association de Fabien. Donc voici les missions qui sont aujourd'hui celles des porteurs de ces démarches qualité, amélioration continue, performance. On observe, comme dans la majorité des organisations, quel que soit leur secteur, que les missions historiques telles que le management des processus, le management de la qualité et l'audit restent très fortement représentés, logiquement. La gestion des risques est également très représentée, notamment dans le secteur public. On les voit très fortement représentés, comme vous pouvez le voir ici, là, avec 90% de sujets abordés avec un sujet qui est très largement traité. En revanche, le lead management l'est beaucoup moins que dans les structures privées. Ça s'explique aussi par le fait qu'on avait un peu moins de répondants publics du côté du Canada, parce que effectivement, on a beaucoup de répondants québécois. Et du coup, effectivement, le lean management est beaucoup porté en Amérique du Nord et il est un peu moins globalement en Europe. On a également des sujets de management de la performance et de management des projets d'innovation qui sont un petit peu moins portés par ces directions qualité, amélioration continue que dans le privé. Par contre, on va avoir des missions HSE très fortement représentées au sein de ces équipes, ainsi que tout ce qui est santé, sécurité au travail, avec même aussi très souvent des équipes dédiées. Pour le coup, en tout cas, aucune structure publique ne fait exception. C'est traiter dans tous les cas ce sujet de la SST. Alors oui, peut-être si je peux réagir par rapport à ces chiffres que je trouve vraiment très intéressants. Alors en effet, lean management, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé au moins dans le. Alors souvent, je vais parler un peu au nom des collectivités territoriales, même si parmi nos adhérents, on a des agents de la fonction publique d'État hospitalière ou du secteur parapublic. Euh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le lean management, je l'ai vu justement de temps en temps auprès des services de l'État, notamment pour la refonte euh, de, de la carte d'identité, des passeports, voire je crois que sur la dématérialisation des déclarations d'impôts, ils ont appliqué du lean management, mais voilà, souvent c'est appliqué sur des gros processus de services à l'échelle industrielle, rarement au niveau de nos collectivités où je dirais qu'on a tellement de missions différentes enfin, je trouve que c'est difficile à appliquer. Voilà, voilà. Oui, Autre petite remarque, en effet, la RSE qui est en queue de classement, mais je pense que c'est qui est en plein essor, hein, comme dans le privé, je pense. Voilà, ce matin, je regardais les résultats du baromètre AFNOR qui faisait un peu le même constat. La RSE est plutôt en bas, mais c'est en train de remonter. Voilà. Et puis SST, alors, qui est tout en bas de classement, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas voilà, aux problématiques santé-sécurité au travail, mais en tout cas dans le monde des collectivités, mais je pense aux administrations d'État et hospitalières, c'est quelque chose qui dépend plutôt de la direction des ressources humaines que des directions qualité, alors que dans le privé, c'est plutôt
fusionner, ça dépend plus de la qualité. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres. Là, on voit la zone bleu clair gérée par un autre service dans 61% des cas pour la SST, mais par contre, traitée dans 100% des cas, comme on le voit dans le petit Mm. cercle Oui, qui apparaît sur la partie gauche. Au niveau de la taille des équipes, on va avoir des équipes plus restreintes en général que dans le secteur privé. Si on cumule les pourcentages correspondant aux plus de 5 personnes et moins de 3 personnes, on obtient 82%. 82% du coup qui ont des équipes qualité, amélioration continue, performance de moins de 5 personnes contre 68% dans l'ensemble des organisations. Donc ça marque effectivement une différence de ce côté-là, alors que on est sur une majorité de grosses structures qui nous ont répondu. Donc ça montre effectivement des moyens un petit peu plus réduits au niveau de la taille des équipes. En revanche, on a une bonne stabilité puisque dans 80% des cas, en 2 ans, entre 2022 et 2024, donc, on a des équipes qui sont restées stables, ce qui est plus fort que dans le privé. Par contre, on a un peu moins diminué ou augmenté. Voilà, il y a eu moins de fluctuations globalement dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que Fabien, tu voulais oui, ajouter non, mais quelque chose? ça s'explique, hein. Je pense qu'avec le statut de la fonction publique, où il est moins facile que dans le privé de déplacer euh, des agents sur différentes missions, hein. C'est vrai que voilà, il y a un peu moins de souplesse. Donc, une fois qu'on a réussi à obtenir nos équipes, généralement, on arrive à les conserver. Eh bien, ça, c'est plutôt une bonne chose. Côté management de la performance, donc là, on s'intéresse maintenant à la personne qui va être responsable de la gestion de cette performance globale de l'organisation. On note qu'elle converge assez dans le public vers la direction générale ou la direction financière. Chose qui est, enfin en tout cas de manière beaucoup plus prononcée que dans le privé. Dans le privé, on va avoir cette thématique qui va souvent, plus souvent, être abordée par le responsable qualité, amélioration continue, voire par un responsable performance dédié, ou qui va souvent être l'affaire de tous et du coup partagée au plus grand nombre, plus participative. Aujourd'hui, donc dans le public, on parle avant tout de performance financière parce qu'il y a des forts objectifs aussi qui sont communiqués par les différents gouvernements dans le contexte qu'on connaît, hein. N'oublie pas que l'enquête a été réalisée du coup sur l'année 2024 essentiellement. Voilà, qui est une période aussi marquée par le post-pandémie, etc. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Fabien, à Oui, cette non, voilà, année. en effet, oui, l'aspect maîtrise budgétaire est important chez nous, hein. Et voilà, on est plus, en effet, nos missions sont vraiment orientées vers le management de la performance. Je dirais aussi, je rajouterais de la maîtrise des risques, voilà, plus que sur, évidemment, la réalisation du chiffre d'affaires. Aussi, on peut noter que dans le public, il est assez fréquent d'avoir des directeurs généraux finalement d'organisations qui sont d'anciens directeurs financiers de structures privées ou publiques. Du coup, cette spécificité va expliquer pourquoi finalement ils sont autant impliqués dans cette gestion de la performance, outre les objectifs finalement qui sont de plus en plus ambitieux et qui sont donnés par les gouvernements successifs. En tout cas, voilà, on va avoir cette relation assez forte entre la performance et la dimension financière. Mais il y a tout de même une prise de conscience, comme on le voit, une évolution qui se dessine vers un engagement un peu plus marqué des dirigeants dans le pilotage de la qualité, ce qui est, on va le voir un peu plus tard, un point positif parce que pour le moment, la direction est un petit peu moins impliquée que dans la moyenne des organisations. Donc le fait, en tout cas, que on est à 30% une performance qui est pilotée par la direction, eh bien, va de fait pouvoir découler sur les sujets de la qualité, de l'amélioration continue, qui sont des sujets finalement ultra connectés à ceux de la performance. C'est vrai que je me suis posé la question pourquoi on avait alors je pense que ça dépend vraiment du type de démarche. En fait, si on est sur de l'ISO, je pense qu'on doit avoir le même niveau d'implication de la direction. Après, on a beaucoup de référentiels métiers, plus orientés accueil, où là, les directions de service sont beaucoup plus autonomes dans le pilotage de leur démarche. Et ceci explique peut-être cela. Et je dirais que la validation, l'implication de la direction est moins nécessaire. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, du coup, on va pouvoir voir ça plus en détail sur justement le focus de l'implication de la direction
dans la démarche qualité qui va venir un peu plus tard. D'ailleurs, du côté de cette démarche qualité, on va s'intéresser aussi à sa perception au sein des organisations publiques. C'est un indicateur très important qui a beaucoup évolué dans la moyenne des organisations sur les 10 dernières années. En 2016, hein, il y avait une perception majoritairement négative de la démarche qualité finalement, avec des avis partagés entre c'est une contrainte, une démarche sans valeur ajoutée, voire même un mal nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui s'est complètement inversé depuis du coup le milieu des années 2010 jusqu'au milieu des années 2020 aujourd'hui, où maintenant on a une perception majoritairement positive de la part des équipes et des agents dans le public, avec pour 50% d'entre eux la notion de vecteur de progrès quant à cette démarche qualité, et dans 34% des cas, une notion d'essentialité pour l'efficience de l'organisation. Donc on est à plus de 84% d'opinions positives et très positives, avec une faible représentativité des avis négatifs. Donc, ça n'a jamais été aussi positif dans les organisations publiques. Donc, ça, c'est très bon pour nous qui gravitons tous, hein. Je vois les intitulés de poste des participants autour de cette thématique de la qualité. Donc, quel que soit le type et la taille d'organisation publique, on a une perception qui passe du côté positif très, très clairement ces dernières années. Donc là, la seule petite différence, je dirais, avec la moyenne des organisations, c'est que dans le public, on y voit plus une opportunité d'améliorer l'organisation, alors que dans le privé, on y voit plus l'opportunité d'être dans la performance. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'on est dans une approche plus concurrentielle, forcément, dans le privé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabien, de Oui, oui, ce... non, mais je recoupe tout à fait. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote qui va illustrer ces chiffres. C'est que il y a un peu moins d'un an, j'ai fait une enquête en interne à la demande de la direction générale, parce qu'on était en fin de cycle ISO et on voulait demander auprès des cadres qui portent la démarche, hein, c'est l'ensemble de nos services qui sont certifiés, à demander s'ils voulaient continuer la démarche et si, alors on leur posait aussi des questions sur la démarche RSE, s'ils étaient partants. Et il y avait une question où on leur demandait est-ce que pour vous la démarche qualité est utile, enfin, qualité, sécurité, environnement, et on a eu 100% de réponse oui. Voilà, donc je pense en effet que c'est, voilà, même si des fois ça râle un petit peu, tu nous embêtes avec tes tableaux de bord et tes audits, etc. Je pense qu'au fond d'eux, ils savent quand même que ça permet d'assurer quand même une amélioration continue, de prendre du temps à réfléchir à. Ça, c'est quelque chose vraiment que les cadres, voilà, ça fait 30 ans que je fais du conseil qualité auprès des collectivités. Et, ça fait 30 ans que j'entends le même discours des cadres en disant c'est vrai que ça peut paraître un peu chronophage, mais ça nous oblige à lever un peu la tête du guidon et à réfléchir à une manière d'améliorer le fonctionnement de notre service. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une question centrale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je prends à la volée une question parce qu'elle est assez simple sur notre définition de la qualité. Parce que oui, on parle beaucoup de la qualité, on n'a pas mis une slide de définition. Donc, c'est le sens de l'ISO 9000, hein, bien sûr. Donc, la qualité, c'est la faculté d'une organisation, quelle qu'elle soit, à répondre à des objectifs de satisfaction, en fait, des parties prenantes, des parties intéressées. Donc, on reste vraiment sur celle de l'ISO pour cette définition de la qualité. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est présent dans l'enquête complète. Pour le nombre de répondants, Il y avait une euh, question également sur combien d'interrogés. voilà, on a interrogé plusieurs milliers de participants sur la globalité des organisations. Donc, sur le secteur public, il me semble qu'on est du même ordre que ton enquête précédente. Donc, on doit être autour de 300 répondants. On pourra affiner ce chiffre, hein. Je l'adresse également la question aux équipes pour qu'ils me donnent un chiffre plus précis. Mais voilà, on doit être autour de ce nombre de répondants-là, dans la continuité de l'enquête que Fabien avait menée à l'époque. Alors, évaluation de la maturité maintenant de la démarche qualité. Donc, on se base, pareil, là, je vais donner une petite échelle de précision. On se base sur la FDX 50-176. Donc, là, pareil, on est sur un baromètre de la maturité qui est bien défini par cette FDX. Et donc, on va avoir différents niveaux qui vont de 1 à 5. Le 1 étant le plus faible, avec un fonctionnement de base, avec des processus qui sont mis en œuvre très simplement. Le niveau 2, défini, planifié et suivi, où là, pour le coup, on partage les processus, on est capable de les diffuser,
de les faire connaître aux différentes parties prenantes avec des non-conformités qui peuvent être identifiées d'un point de vue macro. Niveau maîtrisé, là, pour le coup, on est déjà dans un cycle de revue, dans un cycle beaucoup plus poussé, avec des processus qui commencent à être poussés vers l'amélioration. Dans le niveau 4, on va être vers un niveau optimisé, où là, on va avoir toutes les parties intéressées qui vont être impliquées dans ce processus d'amélioration, avec une efficience qui commence du coup à être quelque part enfin, pousser au crible au fur et à mesure des années au travers des cycles de revue, justement, avec des résultats avec un minimum de ressources consommées. Et au niveau 5, c'est le niveau maximum. On a une remise en cause permanente, une amélioration permanente des processus et on cherche les meilleures pratiques sectorielles. Donc là, pour le coup, on est à la pointe. Dans ces deux derniers niveaux que je viens d'évoquer, on a assez peu d'organisations publiques. On a entre 12,5 et 20%, enfin 12,5 et 20% dans le globalité, 12,5 c'est le public et 20% c'est le privé. Du coup, là, dans la moyenne des organisations, on se situe à peu près au milieu. Donc voilà, 12,5, c'est sûr que c'est pas le plus élevé. On a une concentration en plus qui est marquée dans le niveau le plus faible, le niveau 1, fonctionnement de base, 40% des organisations, alors qu'on est à 30% sur la moyenne nationale. Donc, on a comme tendance une démarche qualité qui est finalement moins ancrée dans le secteur public qu'elle ne l'est dans la moyenne des organisations aujourd'hui, parce qu'elle peut être abordée un peu plus tardivement ou de manière un peu moins prioritaire, en tout cas parfois aussi disposer de moins d'aval de la direction. Donc, tout ça peut expliquer ces niveaux de maturité un petit peu plus faibles. Voilà, qu'est-ce que tes analyses t'ont donné pour toi, Fabien, de ce côté-là, de la maturité des Alors organisations? oui, mais quelque part, c'est pareil, ces chiffres ne m'étonnent pas énormément. Bon, tout d'abord, on a toujours quelques années de retard par rapport au privé en termes de lancement de démarche, hein. Donc, c'est normal qu'en matière de maturité, on a un petit train de retard. Après, il y a peut-être quelque chose aussi, je ne sais pas si ça peut se ressentir dans les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a, en tout cas dans le monde des collectivités, les petites collectivités, on voit, ne font pas de. On a un baromètre AFNOR, hein, de l'accueil, par exemple. On a des petites mairies qui obtiennent ce prix, mais on s'aperçoit que le prix est remis par strate de collectivité. Et plus on monte dans les grosses strates, plus on voit que la démarche qualité est systématique. Donc, si je résume, euh, en gros, les démarches qualité servent surtout à gérer la complexité de nos administrations. Hein, plus nos administrations sont complexes, plus la démarche qualité va être indispensable pour nous aider, alors une petite organisation peut s'en passer. Voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais dire. Et puis, peut-être oui, un dernier point, on y reviendra peut-être, mais avec notre association, on essaye de faire l'inventaire des certifications existantes en France. Et on part pour cet inventaire, bah, d'une part des certifications déclarées, mais également des fiches de poste. Hein, donc on a un site emploi pour les fonctionnaires territoriaux avec une fiche métier responsable qualité. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un poste sur deux ne s'appuie sur aucune certification. Donc, du coup, on peut en déduire qu'automatiquement, en termes de maturité, on ne va pas être sur un niveau c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'administrations qui comprennent le principe de l'amélioration continue, mais qui se disent, bon, voilà, on va picorer un petit peu dans l'ISO 9000, dans les principes de l'ISO 9001, ce qui nous intéresse, et puis voilà, on ne va pas nécessairement tout déployer. Oui, et puis il y a cette difficulté que tu évoquais liée finalement à la grande diversité des missions des organisations publiques, bien souvent, des agents qui peuvent être très distants des fois les uns des autres en fonction des sites géographiques où ils sont déployés. Des fois même le management n'est pas forcément présent sur place et ne peut pas être un vecteur aussi de cette démarche qualité. Donc il y a beaucoup de facteurs de complexité finalement qui viennent s'opposer à une forte évolution positive de cette maturité. On a d'ailleurs des rôles de la qualité qui sont bien identifiés au sein de la fonction publique, qui sont globalement les mêmes que dans la moyenne des organisations, quoique avec des pondérations légèrement différentes.
on va voir que dans les missions des responsables qualité, des garants de la qualité en tout cas, on va avoir bien sûr l'amélioration de la satisfaction des usagers, satisfaction client, là, qui répond stricto sensu à la définition de la qualité, l'harmonisation des modes de fonctionnement qui arrive en deuxième, et là, on va avoir une différence avec la moyenne des organisations et notamment le privé. On va directement avoir en troisième position la maîtrise des risques, qui est dans 50% des cas intégrée aux fonctions qualité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est en hausse dans la moyenne des organisations depuis l'ISO 9000 en 2015, sans grande surprise, mais de manière encore plus marquée dans le public que dans le privé. On retrouve seulement ensuite le fait d'améliorer la qualité des produits et services. Et derrière, on va avoir le maintien de la certification avec un peu moins de 30% des cas où on va avoir des fonctions d'audit intégrées aux missions de ces personnels qualité. On peut noter aussi l'apparition en 2024, non, lors de l'enquête 2024, des sujets RSE qui n'étaient pas présentés parmi tous nos répondants, quel que soit le secteur, dans les précédentes éditions, en lien notamment avec les évolutions réglementaires qui ont eu lieu sur cette période. Alors même si le prochain baromètre va être assez édifiant là-dessus, puisqu'il y a eu des reculs il y a des reculs qui sont en train d'être faits, par exemple, sur la CSRD au niveau européen de ce côté RSE. On verra l'évolution que ça aura effectivement sur le classement. Est-ce que la RSE va continuer de faire partie des missions? En tout cas, l'ISO 9001 édition 2027 prévoit d'intégrer des notions en lien avec la RSE, même si ça ne sera pas contraignant en ce qui L'objectif concerne de la développement certification. durable, notamment. C'est ça. Mm. Mais voilà, on verra du coup si finalement cette tendance que l'ISO va marquer va faire le poids face au recul réglementaire qui a lieu ou pas. Donc c'est Alors, intéressant. en sachant que chez nous, en tout cas, je parle pour le monde des collectivités territoriales, mais je pense que les autres Ouais. administrations, c'est pareil. On n'est pas soumis à la CSRD. On a d'autres obligations, comme le SPASER, par exemple, pour les achats, enfin, pour les grosses collectivités, Oui. pour les achats durables. Voilà. Donc, mais en effet, donc du coup, je dirais que chez nous, alors c'est un frémissement à la RSE, mais c'est vrai que c'est une démarche volontaire. Ça, c'est sympa. Alors, c'est sûr qu'on a du coup, on a un peu de retard par rapport au privé, mais la plupart du temps, c'est une démarche volontaire. Et est-ce que toi, tu sens du coup que pour ce qui est justement de l'environnement réglementaire, il risque d'y avoir des évolutions dans le sens plus contraignant pour le secteur public, ou au contraire, est-ce que ça va suivre la même tendance que ce qu'on observe pour le privé, à savoir justement un stand-by, on va dire, sur cet aspect-là, du fait du contexte qui est avant tout géopolitique aussi aujourd'hui? Alors, voilà, je dirais que je n'ai pas l'impression que pour l'instant, on va nous imposer une démarche RSE globale. Ça va plutôt être voilà, ce qui est en train de se montrer, voilà, nous imposer plutôt des objectifs en matière d'achat durable, en matière de budget vert, en matière d'évaluation bilan carbone, etc. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt voilà, du numérique responsable, par exemple. C'est possible aussi qu'on nous. Voilà. Mais pour l'instant, ça part un peu en ordre dispersé. Voilà. Il n'y a pas d'approche globale. Voilà. C'est peut-être dommage, d'ailleurs. C'est peut-être mieux de. Une approche volontaire. Oui, voilà. Juste une petite. Oui, ces chiffres confirment ce que je disais tout à l'heure sur que l'un de nos objectifs, hein, alors bien sûr, c'est la satisfaction de nos usagers. Voilà, surtout là, on est en période, pour les non-français qui nous écoutent, nous, on est en période préélectorale en ce moment. Donc ça, c'est sûr que la satisfaction de nos usagers et électeurs est super important pour nos directions générales et nos élus. Mais c'est vrai que harmoniser les modes de fonctionnement et pérenniser les savoir-faire, c'est aussi quelque chose qui est très présent. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, enfin, en tout cas sur certaines administrations, il y a pas mal de turnover. Et le fait ça, c'est clairement des commandes qu'on m'a passées moi en tant que consultant formateur, c'est d'apprendre aux équipes à modéliser leurs procédures de travail pour former plus facilement euh, les remplaçants. Et puis troisième chose, donc la maîtrise des risques, oui, qui est un aspect hyper important, voilà, qui arrive. Enfin, les trois premiers sont dans un mouchoir de poche, mais
Clairement, la maîtrise des risques, c'est, voilà, je dirais, aussi important que la satisfaction des usagers. C'est vraiment, on a un tel arsenal juridique autour de la conformité réglementaire de nos administrations que c'est sûr que les démarches QSE, c'est un moyen de maîtriser nos risques juridiques, en tout cas. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser. On va d'ailleurs avoir une petite section sur la gestion des risques un tout petit peu après. Maintenant, les principaux freins, finalement, à la mise en place de ces démarches qualité, amélioration continue, performance. Déjà, en grande majorité, comme dans la moyenne des organisations, on a le manque d'implication des différentes parties prenantes. Et c'est même encore plus marqué ici. Du coup, c'est lié aussi à la complexité des organisations publiques qui, comme on l'a dit, peuvent adresser des missions parfois très différentes, peuvent être éclatées sur plusieurs sites, peuvent du coup rencontrer effectivement une culture aussi des fois qualité plus difficile à véhiculer. On l'a vu tout à l'heure avec la maturité de qualité qui est un petit peu plus faible. Voilà, on a également le manque de cohérence entre la stratégie, le management global et le management de la démarche qualité, performance, amélioration, qui est pour le coup encore plus marqué, cette différence entre le public et le privé. On a un manque de cohérence qui est 37% au global comme un frein à cette démarche, et ici on a 43%, donc c'est tout de même 6% plus élevé, ce qui est un des écarts les plus notables par rapport à la moyenne des organisations, qui peut être expliqué par une variété de profils qui peut être très élevée au sein d'une même organisation publique, de sites, de contextes aussi, qui peuvent être très, très variés. On a aussi le manque de soutien de la direction générale qui se fait plus ressentir, malheureusement, dans les organisations publiques que dans les organisations privées. Par contre, ce qui est moins ressenti, c'est le manque de ressources financières. Alors qu'on a vu tout à l'heure que finalement les budgets pourtant étaient, enfin en tout cas les tailles d'équipe étaient plus restreintes, eh bien on ressent moins cette problématique de ressources financières que dans le privé. Fabien, c'est quoi ton interprétation de ce C'est ce paradoxe? que je disais, on a l'habitude de, de, fa- de bricoler avec le peu de moyens qu'on a, quoi. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, oui, oui, ce que je disais. Je pense qu'il y a vraiment, notamment au niveau des moyens informatiques, hein, même si je fais le parallèle avec le baromètre AFNOR, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais qui a été publié ce matin. Je crois qu'il y avait des données assez similaires sur, enfin, ou en tout cas des budgets informatiques qui étaient enfin, des budgets pour les services qualité qui étaient vraiment impressionnants. Nous, on est très loin de ça en règle générale. Je pense qu'il y a vraiment une culture, voilà, pourtant, ce n'est pas les outils informatiques qui manquent, mais des outils qualité, par exemple, c'est très peu, c'est voilà, c'est très rare qu'on les rencontre sur une collectivité ou une administration. Voilà, c'est euh, de temps en temps des outils voilà, qui font du contrôle interne, plus de la qualité. Voilà, ça, c'est des choses qu'on rencontre un petit peu plus, mais dans des très grosses administrations. Oui, on le verra d'ailleurs tout à Voilà, l'heure. On va ouais. étudier hein, la diffusion justement des Mm. différentes familles d'outils dans la digitalisation de toutes ces démarches. Donc ça va faire écho justement à ce que tu Alors mentionnes. peut-être juste une petite, Oui, une petite remarque juste sur la variété des profils, des sites, des contextes. C'est vraiment, c'est ce que je dis souvent, euh, la, la complexité dans nos services publics, elle vient de là. Ce que je dis dans l'industrie, la complexité, elle va porter sur un process de fabrication industrielle qui est particulièrement. Nous, nos process, ils ne sont pas nécessairement complexes. Par contre, ce qui est complexe, c'est la diversité des missions qu'on a apportées en parallèle, voilà, avec une direction générale, même dans une petite collectivité comme la mienne, où il n'y a que 300 agents, on a, voilà, on a 23 processus. On rencontre rarement ça dans le privé, 23 processus à piloter, 23 pilotes je sais pas, 40 à 50 projets qu'on mène en parallèle. Vous voyez, avec très peu d'effectifs. Donc, c'est vraiment la complexité chez nous, elle se situe à ce niveau-là. très bien. Effectivement, ça explique d'ailleurs beaucoup de choses hein, dans les chiffres qui ressortent cette complexité-là. On va y revenir. Du côté de l'implication de la direction, on en parlait tout à l'heure.
on a une implication de la direction qui est ancrée historiquement dans des décisions. Donc, on va prendre les décisions à haut niveau pour ce qui concerne l'application de politique qualité, performance, amélioration continue. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de l'aval de la direction. Et donc, comme on l'a vu, ça peut entraîner certains blocages. Donc voilà, on retrouve à 55%, beaucoup plus fortement que dans la moyenne des organisations, eh bien, une direction qui est directement en codécision plutôt qu'en concertation ou en consultation. Après, le message positif qu'il y a quand même derrière tout ça, c'est que, eh bien, on a une implication nécessaire de la direction générale, donc finalement une possibilité de l'intéresser à ces thématiques. Alors après, il faut maintenant réussir à passer de l'étape de validation à l'étape d'implication, d'augmentation de la culture et de la sensibilisation de ces directions générales à ces thématiques pour pouvoir aller encore plus loin et lever le frein qu'on a vu tout à l'heure à 27% de manque d'implication de la direction, de manque de soutien de la direction. Je ne sais pas si tu voulais aussi ajouter un petit mot sur cet élément. Oui, oui, non, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le. Ça dépend aussi du type de démarche, mais ce qui est sûr, c'est que on essaye, en tout cas de nos réseaux de qualiticiens, on essaye de sensibiliser les directions générales voilà, sur la nécessité, voilà, enfin, déjà les avantages qu'ils ont à se lancer dans ce type de démarche, en sachant que la plupart ont une culture plutôt financière ou juridique, donc c'est pas toujours évident, mais voilà. Et après, une fois qu'ils, il y a je connais beaucoup de directeurs généraux qui sont, j'en connais même un qui est devenu consultant à l'AFNOR, vous voyez. Donc ils deviennent de très bons ambassadeurs. Très bien. Je crois que je le connais aussi d'ailleurs. Alors, les sujets qui vont prendre de l'ampleur selon nos responsables. J'accélère un tout petit peu parce qu'on a encore une dizaine de slides à vous passer. Les sujets qui vont prendre de l'ampleur, donc selon finalement les agents qu'on a sondés, ça sera la gestion des risques, donc, ce qui est toujours en hausse hein, depuis qu'on a commencé cette enquête en 2016, quelles que soient les organisations. Mais du coup, là, très fortement, notamment en vue de ce qui arrive avec l'ISO 9001, version 2027. On a le management de la RSE aussi, qui était perçu au moment de l'enquête, en tout cas, comme quelque chose qui montait fortement. On a derrière la gestion des processus, qui est effectivement en cours d'acquisition aussi hein, pour les organisations publiques et qui monte progressivement. La performance, la notion de performance qui arrive aussi en quatrième position. On termine bien sûr avec le management de la qualité au sens large, ce top 5. Et après, derrière, à égalité, on a quand même la SST, le contrôle interne, qui sont des thématiques qui sont, on l'a vu, fortement représentées au sein des organisations publiques et de quelles on parle de plus en plus auprès des responsables qualité, amélioration continue et performance. On le voit donc en conclusion, on a toujours ce focus sur la gestion des risques qui sont bien sûr liés à l'exposition assez forte des organisations publiques vis-à-vis des risques juridiques, financiers, voire d'image, qui peuvent venir en interférence des fois même avec le politique. La gestion de la crise sanitaire a beaucoup impacté aussi, puisque voilà, 2024, on était encore assez proche au moment de l'enquête de la fin de cette crise-là, et du coup, ça a marqué aussi un fort retour, une forte poussée de la gestion des risques par rapport aux éditions précédentes. Et ça vient renforcer notre culture assez marquée dans tout ce qui est certification et contrôle interne, déjà de base dans nos organisations publiques. Fabien, est-ce que tu comptais Non, rajouter des éléments rien par rapport à de ça? plus, oui, ça recoupe un petit peu Parfait. des informations qu'on avait vues précédemment. Super. Maintenant, ce que les agents aimeraient voir changer ou évoluer, alors globalement, ce qu'on voit arriver dans les postes à haut pourcentage, c'est un renforcement de la légitimité, la possibilité d'agir en transverse, de créer une équipe qui va être reconnue, intégrée, et avoir une proximité plus forte avec la direction. Donc, c'est vraiment les sujets qui arrivent largement en tête. Donc, c'est une volonté qui est encore plus fortement marquée que dans la moyenne des organisations. Les équipes liées à ces thématiques sont, en tout cas, apparaissent plus isolées, faute de lien direct ou de sensibilisation de la direction générale souvent, mais aussi du fait, effectivement, des fois de l'éloignement des agents par rapport aux personnes qui portent ces sujets-là, que ce soit en termes de thématiques,
abordés au quotidien ou des fois même en termes géographiques. Donc tout ça ben, rejoint un petit peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure sur la partie maturité également et manque de moyens. En tout cas, voilà, il y a un manque de légitimité aujourd'hui qui est ressenti et que les agents aimeraient voir évoluer dans les prochaines années en majorité. C'est quelque chose que tu ressens, toi, Fabien? Oui, moi j'analyse le premier facteur à renforcer la transversalité. Ça vient du fait aussi qu'il y a beaucoup de démarches de certification qui sont que partielles. Je dis, nous, on est certifié sur l'ensemble de nos activités, mais on est un peu une exception. Il y a très peu de collectivités entièrement certifiées sur l'ensemble de leurs activités. Ça revient aussi sur ce que je disais par rapport à la complexité de nos missions. Donc, on a souvent des collectivités qui sont certifiées que sur la gestion de l'eau et l'assainissement, que sur le traitement des déchets, voilà, Mm. que sur l'accueil à la population. Et automatiquement, à un moment, ils se retrouvent bloqués voilà, aux interfaces avec d'autres processus. Un grand classique de l'ISO 9001. Et donc, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire en répondant par cette priorité. C'est-à-dire qu'une démarche globale, même si c'est plus complexe, si c'est un peu plus long, permettrait de débloquer pas mal de situations. En effet. On revient sur les différents budgets. On avait parlé des tailles d'équipe hein, tout à l'heure. Donc là, on va boucler la boucle un petit peu avec tout ça. Déjà, on voit une certaine opacité parce qu'il y a beaucoup de répondants qui ne savent pas quel est le budget qui est alloué à la qualité, amélioration continue, à la performance, deux tiers quasiment. Quand on sait, on voit qu'il y a beaucoup d'investissements prévus en formation qualification, ce qui est une bonne chose hein, pour permettre la sensibilisation des acteurs, l'augmentation de la maturité. On a aussi de l'accompagnement de façon moins marquée, en tout cas en externe, que dans le privé à 42%. On a de l'acquisition logicielle également, comme tu le disais tout à l'heure, de façon moins marquée que dans le privé, puisque tu le disais, on a pris l'habitude aussi dans le public de faire beaucoup avec peu de moyens. Donc voilà, là, on le ressent Ou ici, de développer nos propres applications. Le service voire même de informatique dire, aussi. Voilà, c'est souvent on bricole voilà, en interne. voilà, exactement. On voit la certification aussi qui arrive, hein, bien sûr, pour des nouvelles normes, etc. Donc, on a vu dans les commentaires hein, qu'il y avait il y a certaines personnes qui ont évoqué des référentiels, par exemple les RSE, sur base de volontariat de l'organisme pour aller chercher de la certification, et des budgets qui restent stables. Comme on l'a vu au même titre que les équipes, il y a une bonne partie des organisations qui ont un budget qui est plutôt stable avec tout de même un tiers qui investit sur des budgets en hausse malgré un climat économique qui est tendu. Donc ça montre tout de même qu'il y a une prise de conscience, mais qu'on le fait au gré des opportunités, au gré du contexte, et on ne le fait pas forcément de manière stable dans le temps. Je ne sais pas si tu voulais commenter sur cet aspect des budgets ou si je peux passer à la Non, non, slide on peut suivante. passer. Oui. Ça va très Parfait. bien. Eh bien, partons sur la gestion des risques, le gros sujet en hausse hein, qu'on a identifié tout à l'heure. Donc, la gestion des risques, on voit qu'il y a 75% des organisations publiques qui ont déjà mis en place une gestion des risques, ce qui est très bien et ce qui est à peu près similaire à la moyenne des organisations, avec bien souvent un responsable ou un directeur qualité qui va être lui-même en charge dans un tiers des cas. On a par contre, moins régulièrement que dans le privé, un risque manager dédié, quelqu'un dont c'est vraiment le sujet numéro un. C'est que dans 13% des cas, qu'on a une ressource dédiée dans le cadre des organisations publiques. Par contre, on a une forte représentativité des contrôleurs de gestion et des contrôleurs internes, qui, eux, portent souvent cette démarche dans le public. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on constate aussi auprès de nos clients. Donc, c'est cette maturité en fait globale des équipes sur la qualité, elle se retrouve aussi sur la gestion des risques. On voit qu'on a une maturité qui est moins forte. Alors, c'est un chiffre qui apparaît pas là à l'écran, hein, mais qui est moins forte globalement sur le risque management dans les organisations publiques que dans le privé. Alors là, je parle d'un niveau 1 sur 5, hein, on a une échelle de 1 à 5 comme pour les processus. Un niveau 1 qui est à 36,7%, donc ben, enfin plus d'un tiers des organisations qui sont vraiment au niveau minimum, versus 23% sur toutes les organisations. Donc voilà, ça montre en lien avec les référentiels et les méthodes utilisées ici sur le côté,
que ben, finalement, on a encore une maturité sur laquelle on doit travailler, même si, bizarrement, les approches risques, finalement, dans les organisations publiques, elles sont plus pérennes. Parce qu'on avait déjà, enfin, plus pérennes, plus anciennes, pardon, parce qu'on avait déjà beaucoup de thématiques liées finalement à la sécurité des usagers, liées aux risques ben, qui pourraient avoir des conséquences sur les finances publiques, sur la politique, etc., voire sur la santé. On a finalement des démarches qui sont plus anciennes, mais qui n'ont pas évolué aussi fortement que dans le privé sur ces dernières années. Donc, il y a une appropriation qui est un peu plus progressive. Donc là, on le voit hein, dans les méthodes d'approche pour gérer les risques. Il y a la méthode suggérée par l'ISO 9001, des méthodes internes en grande partie aussi, et on a aussi un petit peu de SWOT et d'AMDEC, qui est pourtant la plus utilisée dans le privé, mais qui arrive ici du coup en quatrième position. On a par contre plus de COSO dans le public que dans le privé. Là, le COSO apparaît dans le top alors qu'il apparaît même pas dans les organisations privées. Donc voilà, on voit que ce référentiel a la cote, un peu plus la cote en tout cas dans le public. Oui, alors voilà, juste sur le méthode interne, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que je disais. On s'appuie pas nécessairement sur une démarche de certification. On a de plus en plus tendance, je le constate, à développer nos propres référentiels en interne et s'arrêter là. Donc c'est pas étonnant, voilà. Euh, ouais, j'ai été étonné de voir en effet que le SWOT était aussi connu chez nous. Nous, on le pratique chez nous, mais c'est pas quelque chose qui est très très pratiqué. Mais ça, du coup, ça fait plaisir. Je vois que c'est voilà. Mais c'est vrai on voit dans d'autres questions. Je vois que c'est pas. Il y a d'autres méthodes très connues dans le privé qui ne le sont pas du tout chez nous. Et l'AMDEC, bon, voilà, ça commence à devenir. Alors après, l'AMDEC, on en fait tous. Alors, au moins sur l'évaluation des risques en santé sécurité au travail, normalement tout le monde devrait être au courant. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est comme Monsieur Jourdain qui fait voilà, qui fait de la prose sans le savoir. Nous, voilà, on fait tous de l'AMDEC, mais c'est pas nécessairement. Pour les familles de risques qui sont concernées, il y a ben, forcément une hausse hein, sur les risques informatiques, cybersécurité. Je pense que cette tendance va continuer à se renforcer dans les prochains baromètres, compte tenu du contexte aussi mondial que l'on vit aujourd'hui et des évolutions technologiques. Par contre, dans le public, il y en a un qui est fortement représenté, c'est le risque autour des ressources humaines, parce qu'on a constaté un turnover plus élevé que d'habitude dans la fonction publique suite au contexte post-pandémie. Du coup, à une forte évolution aussi des structures publiques suite aux différentes réformes qui ont eu lieu dans différents domaines publics. On peut penser à l'éducation, à la santé, par exemple. C'est beaucoup plus représenté dans les organisations publiques que dans la moyenne des organisations cerise sur les ressources humaines. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot. Oui, oui, non, ça peut Désolé, paraître je un te petit peu presse un petit peu. ça peut être un peu contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je disais à la fois les équipes ne bougent pas beaucoup parce qu'il y a le statut de la fonction publique, mais ça veut dire que les directions générales n'ont pas nécessairement la main pour déplacer facilement. Mais par contre, en effet, on constate qu'il y a de plus en plus de mobilité suite en effet à la pandémie. Mais je pense que je demande si le mouvement est peut-être plus vaste, hein. Voilà. Oui. On le ressent dans le privé aussi, Mm. effectivement. Mais c'est vrai que dans le privé, c'était déjà une tendance, on va dire, assez habituelle. Et cette hausse très, très marquée du risque ressources humaines dans les organisations publiques, pour le coup, ça, c'était plus une nouveauté, on va dire, que dans le privé, où c'est quelque chose d'assez classique. Pour ce qui est des outils de planification stratégique, je vais simplement dire un mot ici. On remarque la prédominance d'outils pragmatiques, flexibles, adaptables, voire même maison, en lien avec la diversité qu'a évoqué Fabien des différentes missions qu'on va rencontrer dans le secteur public. On voit le SWOT très bien représenté ici, on voit Pestel et des tableaux de bord de diverses natures, et voire des outils maison. On voit aussi des méthodes comme un Ocean Canary qui arrivent très faiblement représentées, mais qui sont tout de même présentes. Donc ça montre que c'est quelque chose qui se met en place. Globalement, dans la large majorité des organisations, ça reste quelque chose qui est encore peu mature, quel que soit le secteur public ou privé. Je fais le lien également avec ce qu'on disait tout à l'heure, la digitalisation, les applicatifs les plus digitalisés aujourd'hui. On va retrouver très fortement la GED,
Donc ça, pour le coup, on voit un taux d'utilisation, la grande barre bleu foncé en haut, très élevé à plus de 60% dans les organisations publiques comme dans le privé d'ailleurs, avec du coup une bonne satisfaction associée. Donc là, on voit les niveaux les plus foncés, un violet foncé et violet. On a un taux de satisfaction global qui est supérieur à 60%, alors que on va constater des taux un petit peu différents. On va le voir dans d'autres types d'applicatifs. On voit Le aussi, je crois, à logiciel, un moment qu'on a plus d'intranet, hein, donc je pense que oui, c'est lié, plus d'intranet, plus de GED. Voilà. oui. Tout à fait. En lien, parce que c'est vrai que les intranets s'appuient en général Hmm. sur des moteurs de GED. Les logiciels de gestion des incidents et réclamations, d'ailleurs que les intranets peuvent aussi être directement connectés à ces outils-là, donnent beaucoup de satisfaction et sont très Ouais, bien répandus alors là, aussi dans les moi, j'ai organisations une petite publiques. interprétation. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de logiciels de gestion des incidents. Par contre, je pense qu'ils ont analysé, ils ont transcrit logiciel de réclamation comme logiciel de courrier, enregistrement des courriers et des réclamations. Et là, c'est vrai Oui, qu'on est normalement très bien équipé là-dessus. tout à fait, et avec des bons taux de satisfaction au-dessus de 70%. Donc là, c'est le bon élève un petit peu de cette liste. Après, ben, sur la gestion des risques, on voit par contre que l'outillage chute d'un cran. Donc, on est à peine plus de 40% et souvent, c'est du Excel. Donc, on bricole encore beaucoup avec une satisfaction qui commence à baisser autour des 66%. On va retrouver à peu près ces mêmes tendances sur les logiciels de plan d'action. La veille réglementaire est aussi bien représentée avec la gestion des processus. Là, on arrive un tout petit peu en dessous des 40%. Là où par contre on voit des gros écarts avec le privé, c'est la BI, donc Business Intelligence, représenter ben, finalement les grandes tendances, les indicateurs, etc. de notre organisation, notamment d'un point de vue performance, où là ben, on a ben, une faible représentativité autour de 30% et une satisfaction aussi assez faible autour de 27%. Derrière, on a des logiciels QHSE, gestion de la conformité, ou pire, d'exécution des processus, qui sont, eux, finalement peu répandus et qui donnent assez peu de satisfaction aujourd'hui, souvent du fait de moyens humains importants aussi, et de moyens humains importants à déployer pour que ces outils marchent bien. Et du coup, on va rarement au bout des démarches. Donc, c'est finalement les outils simples qui remportent la palme, hein, la GED, les gestions de réclamation. Et du coup, ben, on va espérer que les autres outils des autres secteurs vont se simplifier progressivement aussi pour faciliter leur adoption. Un petit focus rapide sur l'IA avec une part des professionnels de la qualité amélioration continue performance qui ont bien déjà utilisé 25% en 2024 hein, l'IA, ce qui est plus que dans la moyenne des organisations. Donc on est curieux dans le public d'aller tester des applications IA, on le constate assez régulièrement. Par contre, la part des organisations qui pensent que l'IA va avoir un impact fort sur leurs activités qualité, amélioration continue, performance est très indécise, beaucoup plus que dans la moyenne des organisations. On est à 50% des répondants qui ne savent pas si ça aura un impact et plutôt 30 à 43% si on prend en compte aussi ceux qui pensent que c'est dans des faibles proportions. Donc 43% qui pensent que ça peut avoir un impact quelconque. Donc, il y a une conscience quelque part que l'IA représente une opportunité pour ces thématiques, mais une vigilance plus forte que dans la moyenne des organisations, malgré beaucoup d'expérimentations qui se font tout de même, avec ben, beaucoup d'apports qu'elle pourrait permettre, hein, malgré tout, automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, meilleure inspection, une optimisation des processus, une maintenance prédictive, une analyse prédictive, etc. Donc, beaucoup d'intérêt à appliquer tout ça, mais encore en cours de découverte. Peut-être juste Oui, une petite remarque rapide. On travaille beaucoup avec d'autres réseaux qualité, notamment les réseaux qualité de l'université. Et ils travaillent, voilà, ils sont comme nous, ils commencent à réfléchir beaucoup sur les sujets d'intelligence artificielle appliqués à la qualité. Et puis ils ont aussi toute une réflexion autour des outils et des logiciels qualité. Voilà. d'accord. Donc, les réflexions sont bien Tout à lancées. On fait. devrait avoir des Voilà. résultats sur le prochain baromètre. Parfait. Donc pour creuser, n'hésitez pas à télécharger la version complète, hein, 60 pages, c'est gratuit. On vous a mis le lien dans le chat, on va sûrement vous le remettre et c'est disponible également sur notre page LinkedIn. Donc n'hésitez pas à suivre Fabien sur LinkedIn et pourquoi pas à le contacter, hein. Il y a également son adresse mail ici si vous voulez poursuivre les Voilà. échanges. Vous pouvez faire de même. L'adhésion à notre association est gratuite, donc venez nombreux, il y a aucun problème. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a une condition géographique ou pas du tout?
Non, on a des adhérents pour l'instant des quatre coins de la France, mais alors si on peut avoir aussi des amis canadiens, africains, on serait ravis. Bon, bah, génial. Donc voilà, vous avez son mail. Vous pouvez du coup rejoindre l'association de Fabien, Qualité Service Public Lorraine. Merci encore à toi d'ailleurs, Fabien, pour ton Québec, intervention. pardon, oui, oui, Québec, pardon. Voilà, oui, oui, attention, hein, Québec, au Canada, oui, oui. Et du coup, de mon côté, vous pouvez également me contacter sur LinkedIn. Mon nom et mon prénom sont là avec mon adresse email. N'hésitez pas à nous contacter. Si ça vous intéresse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions pratiques sur comment on met en place les choses, comment on vulgarise, comment finalement on fait adhérer les collaborateurs, eh bien, la semaine prochaine, le jeudi 25 septembre, on fait une démo publique sur LinkedIn. Vous aurez le lien sur notre page avec un post dédié pour vous présenter la suite complète que l'on édite aujourd'hui, donc Pix4, avec trois modules, un dédié au management par les processus, qui est Pix4 Process, un dédié à l'amélioration continue, le module risque, et l'autre à la gestion des risques, le tout formant un système de management de la qualité intégrée. Donc, on vous encourage assez fortement, bien sûr, à venir assister à cette démo publique la semaine prochaine à 16 heures heure France et certains pays d'Afrique. Après, il peut y avoir un petit delta horaire que vous pourrez vérifier en vous inscrivant. Et 10 heures heure Québec. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le lien, il va vous être également partagé dans le chat. Et du coup, ça sera un plaisir de vous retrouver lors de cette démo publique si vous voulez voir comment concrètement, finalement, on fait augmenter l'adhésion à cette culture, on diffuse les processus, les bonnes pratiques et on met en place une démarche d'amélioration continue. Je réaffiche cette slide. On va peut-être prendre une ou deux questions qui étaient en lien avec ce qu'on a vu. Donc, pour tout ce qui est vraiment très pratique sur la mise en place, je vous invite à participer sur cette prochaine édition. On fait aussi régulièrement des webinaires métiers sur toutes ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à suivre notre page. Vous allez voir qu'il y a vraiment des sujets, comment déployer la culture qualité, les sept piliers du management de la qualité, des choses très concrètes. Donc, en lien avec nos chiffres, notre analyse de chiffres, est-ce que, Fabien, il y avait une question à laquelle tu voulais Oui, répondre? je voulais, moi, j'ai bien, il y avait j'ai l'impression qu'il y a un mini débat qui s'est instauré entre l'ISO 9001 et le contrôle interne, parce qu'on a beaucoup parlé du contrôle interne, c'est vrai qu'il est très développé chez nous. Alors, en effet, comme l'a dit nos collègues, c'est parfois obligatoire chez nous, dans nos grosses administrations. Alors, moi, j'avais suivi, parce que c'est pas évident de savoir où commence et où finit la qualité et le contrôle interne. J'avais suivi une formation à FNOR il y a une dizaine d'années, c'est justement sur les liens entre l'audit qualité et l'audit de contrôle interne. C'était très intéressant parce que les méthodes sont assez similaires. Voilà, on a vraiment on a vraiment la même méthodologie. Ce qui change, c'est la durée. Un contrôle interne, les audits durent beaucoup plus longtemps que pour l'audit de qualité. Et surtout, alors c'était le directeur d'un gros cabinet d'audit interne parisien qui avait fait la formation, parce que moi je ne me permettrai pas de le dire, mais lui il dit en gros la différence, c'est la finalité. Il dit, vous êtes un peu les bisounours, vous faites de l'audit bienveillant, vous faites du conseil, et nous, on est là pour faire du contrôle et on est là pour trouver des failles dans le système et trouver des coupables, des responsables. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai que déjà que l'audit qualité, on vient en amont, on essaie de vérifier voilà, par un système d'échantillonnage que tout le monde travaille bien en respectant les règles de l'art. Le contrôle interne, on va chercher à voilà, traquer un peu plus les failles. Voilà. Mais Eh tout le ben monde oui, n'a pas nécessairement, il y a un débat au sein des contrôleurs internes, tout le monde ne voit pas leur métier tout à fait sous cet angle. Ils ont l'impression aussi de faire du conseil. Voilà, donc le débat n'est pas aussi simple. les pratiques qui évoluent beaucoup aussi ces dernières années, c'est clair. Avec en plus les nouveaux référentiels qui vont être publiés à partir de 2027, je pense que ça va encore évoluer beaucoup.